Le futur. Les futurs possibles. La prospective. Une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing? Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous. Prenons le temps d'imaginer le futur. Les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing. Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Bienvenue en Foodistan. Alors, ce mot n'est pas de moi, mais de notre autrice invitée, Katie Stewart, dans le podcast prospectif de Kantar Insight, qui s'attelle dans ce numéro à décrypter les tendances alimentaires. Alors, que nous réservent les prochaines années? Vaste sujet, car la nourriture et l'homme, c'est une histoire d'amour et de plaisir, mais également de statut social. La science-fiction a toujours traité l'alimentation de manière lapidaire, si bien que deux courants semblent se dégager à mes yeux. En 1972, les spectateurs des salles obscures découvraient grâce à Charlton Heston l'ingrédient principal de la nourriture de l'humanité, le fameux soleil vert. Et spoiler, ce n'était pas du tofu. La deuxième tendance est la nourriture artificielle composée de pilules, gélules, liquides peu ragoûtants conçus pour survivre dans le froid de l'espace et que l'on voit dans des films comme Alien ou Interstellar. Entre les deux tendances, nous avons l'utopie de Star Trek qui, dans la série The Next Gen et dans toutes les autres déclinations, introduit les réplicateurs d'aliments à bord de ces vaisseaux d'exploration. Vous voulez manger un plat? Il suffit de le commander et l'ordinateur le reproduit à l'identique. Alors, comment appréhender les agapes dans la science-fiction? Si je vous parle d'une société à forte poussée démographique, de guerre, de baisse des ressources humaines, d'inflation et de dérèglement climatique, vous me répondrez forcément que c'est de notre monde dont il s'agit. Et pourtant, je viens de vous décrire le monde de Soleil Vert, qui se passe, devinez en quelle année? 2022. Coïncidence étrange s'il en est. Après cette mise en bouche, décryptage en compagnie de deux foodistas, j'ai nommé Katie Stewart, autrice de science-fiction, et Karine Perrault, notre experte en tendance alimentaire chez Kantar Insight. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Katie, bienvenue dans notre podcast. Donc vous êtes une autrice de science-fiction depuis 20 ans déjà. Vous avez écrit plusieurs nouvelles et des livres que j'ai littéralement dévorés, parce qu'une maman comme moi a peu de temps à consacrer à la lecture. Les petits formats sont très pratiques pour moi. Et donc, je peux citer quelques-uns de vos ouvrages, donc l'Évangile selon Myriam que j'ai dévoré, deux nouvelles Light et De Gustibus. Et donc, j'ai été séduite par votre vision. Donc, c'est pour ça que nous vous avons choisi, parce que votre vision de l'alimentation sort justement des courants principaux. Vous parlez de nourriture, de classe sociale, et en fait, je trouve ça rafraîchissant. Vous êtes également doctorante en psychologie et psychologue clinicienne. J'ai été séduite par votre plume, car lorsque vous mitonnez vos textes courts et tranchants, les mots se transforment, ils deviennent goûtus, gourmands et savoureux. On salive notamment en lisant dans De Gustibus que le canapé est crémeux, que l'on hache sa liste démentale et que l'on va creuser l'os à moelle. Pourriez-vous vous présenter et partager avec nous vos références de science-fiction? Alors, j'aurais du mal à faire aussi poétique en improvisation, mais effectivement, ce que j'aime faire en science-fiction, c'est modéliser le monde. C'est vraiment le nôtre qui m'intéresse, donc je le transpose dans d'autres univers pour essayer de comprendre comment ça marche. Et puis essayer d'imaginer le monde tel qu'on le connaît en changeant quelques petites variables. Donc c'est une démarche à la fois artistique et scientifique et surtout très ludique. Et c'est ça que je cherche aussi dans mes lectures, un regard un peu différent, un regard qui me permet de comprendre les choses qui nous échappent dans notre vie de tous les jours. Alors sur ce thème de l'alimentation, j'ai évidemment pensé au goût de l'immortalité, qui est un texte de Catherine Dufour. Le goût
Hein. On a le goût de l'immortalité. Alors, c'est pas un texte délicieux, c'est un texte très dystopique où les drogues, les pilules, les gélules, on a vraiment tout ça, mais raconté du point de vue d'une femme très très vieille qui aurait dû être morte et qui raconte ce monde assez horrible, mais c'est un texte voilà, qui a eu tous les prix quand il est sorti, parce qu'il apporte quelque chose qui s'inscrit dans la science-fiction, mais qui change un petit peu du regard qu'on a un petit peu aseptisé. Je pense aussi à Résolution de l'ICAM, qui fait pas du tout l'impasse du changement climatique, puisque c'est vraiment le thème central, et qui met en scène une communauté qui se débrouille pour utiliser toutes les ressources disponibles, scientifiques disponibles pour pouvoir avancer, donc y compris une intelligence artificielle qui essaie de régler les rapports humains et qui essaie d'organiser aussi le travail pour que chacun participe et crée quelque chose. Donc ça aussi, c'est un très chouette texte. Puis j'ai lu récemment Femmes au bord du temps, qui est un texte très ancien, qui a mon âge, qui est né en 76 comme moi, et qui n'est sorti en France que l'année dernière, et qui raconte en même temps un futur utopique avec donc des personnes qui pourraient être notre futur, mais on sent que c'est fragile et que s'il y a le moindre changement aujourd'hui, ce futur n'existe pas. Et ce futur est rencontré par une femme qui a la particularité d'être réceptive au futur, mais qui se trouve malheureusement dans le système de la psychiatrie. Donc on passe d'un monde où les gens mangent des choses donc qui ressemblent à des légumes qu'on va cultiver soi-même, un petit peu différent, un petit peu renforcé par la science. Donc elle est très déçue parce que pour elle, le futur, c'est pas ça. Ça lui paraît pauvre, ça lui paraît un peu un retour en arrière. Et puis, en même temps, on a droit à ce qu'elle mange dans son hôpital psychiatrique qui est juste horrible. Et on est nous-mêmes au bord du temps. Donc, c'est une de mes dernières lectures et ça m'a vraiment fascinée. Eh ben merci. Alors je prendrai les références après cette émission parce que je ne les connais pas. Donc merci. J'aimerais bien en ajouter une autre pour être un peu plus optimiste. J'ai l'impression que j'étais un peu sombre. Becky Chambers, qui est une autrice américaine qui vraiment fait une science-fiction que j'aime beaucoup, qui met la science vraiment au centre de son travail, mais aussi l'humain. Et elle trouve un bel équilibre. Et je pense à l'espace d'un an, c'est ça. Qui raconte un voyage dans un vaisseau extraterrestre, enfin un vaisseau qui va très très loin dans l'espace, donc une durée d'1 an de voyage, mais avec des membres d'équipage qui viennent d'espèces différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas un super vaisseau parfait, on a vraiment un vaisseau bricolé qui se débrouille, avec des gens qui se débrouillent et qu'on voit dans leur quotidien. Et il y a énormément de scènes qui se passent dans la cuisine du vaisseau. Donc, on voit les nourritures adaptées à chaque espèce, ce que certains aiment, ce que certains n'aiment pas, et puis tout ce qui se décide, en fait, autour du repas. Donc, c'est un très chouette bouquin aussi. Eh ben merci. La nourriture est vraiment un sujet intéressant pour ce podcast et le lié à la science-fiction, parce que c'est vraiment très particulier. On peut aller très très loin. Ou alors, au contraire, ça ne peut ne pas être évoqué par les auteurs. Et lorsqu'ils prennent le risque de l'évoquer, ça peut donner quelque chose de créatif. On peut aller vers l'horreur, comme dans Soleil Vert. Mais donc, voilà, c'est toujours une thématique intéressante. Merci beaucoup, Katie. Alors, donc, effectivement, des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Donc, alors maintenant, on va passer à Karine. Donc, vous êtes notre experte du secteur alimentation chez Kantar Insight. C'est vous qui pilotez notre étude phare Kantar Food 360, réalisée tous les 2 ans dans le contexte du SIAL. Donc, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que c'est le plus grand salon des tendances alimentaires en France et à travers le monde. Et donc, à cette occasion, vous présentez donc c'est une étude qui décrypte les tendances qui se dessinent à court et à long terme sur 11 pays clés. Et donc, vous brossez le portrait des consommateurs et grâce à cette étude, vous fournissez des feuilles de route aux marques. Alors, nous sommes proches de 2022, puisque nous sommes en 2023. Donc, en 2022, c'est l'année où est censé se dérouler le film Soleil Vert. Est-ce que le consommateur s'attend à manger des plats transformés aux compositions un peu bizarres
ou au contraire à un peu plus de naturalité? Alors, en effet, je suis experte des tendances alimentaires et j'ai la joie et le plaisir de décrypter les tendances avec Food 360, et c'est vraiment aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui, en 2022-2023, que nous nous intéressons. Alors, est-ce qu'ils veulent des choses extrêmement étranges comme ce qu'il y a dans Soleil Vert? Je vais peut-être vous décevoir, mais non, c'est pas du tout les aspirations Heureusement des personnes d'aujourd'hui. Mais effectivement, heureusement, que veulent les consommateurs, que veulent les gens? Eh bien, ils veulent des aliments sains, ils veulent des aliments 100% naturels, ils veulent des aliments qui soient de plus en plus locaux. Ils s'attachent de plus en plus à l'éthique, au respect des producteurs, au respect du bien-être animal. On en parlera probablement aussi un peu plus tard, mais il y a une vraie tendance à la végétalisation de l'alimentation. Et on est quand même encore un peu loin de l'alimentation en pilule et des innovations très farfelues encore aujourd'hui, comme de la nourriture qui serait adaptée à votre ADN particulier. Bon, ce sont des choses qu'on teste, mais c'est pas encore des choses qui sont très appétantes pour les consommateurs. Voilà, alors c'est ce qui est intéressant dans Food 360, c'est que là je vous parle de tendance générale, mais évidemment on observe des différences par pays, et on a notamment des pays asiatiques comme la Chine, où la santé est vraiment quelque chose de primordial, vraiment la santé holistique, etc. Et donc l'alimentation fait vraiment partie de cet univers-là. Donc on a vraiment de plus en plus un mouvement vers de plus en plus de naturel, etc. Notamment après la période compliquée qu'on vient de passer avec la pandémie, etc., qui d'ailleurs est encore actuelle en Chine. Et puis on a d'autres pays qui sont pas totalement dans cette tendance-là. Par exemple, les États-Unis, même si on observe depuis 2 ans un mouvement vers plus d'agriculture bio, par exemple. C'est un pays où se sont pas mal développées les applications de scan food, etc. Et puis d'autres pays encore, par exemple le UK, où là, c'est pas la préoccupation dominante, par exemple. Voilà pour un premier survol. Ce qui est peut-être intéressant de noter surtout, c'est que on est peut-être à un moment charnière depuis 2020. Alors, je ne sais pas si ça annonçait 2022, mais depuis presque, on va dire, depuis la fin des années 2010 et encore maintenant, on assiste vraiment à un changement dans les habitudes de consommateurs. Ils sont 3/4 à déclarer que leurs comportements sont en train de changer. Mais tout ça, encore une fois, vers plus de naturel plutôt que vers plus de pilules. Mais c'est intéressant de voir que finalement Soleil Vert avait raison, puisque ça a été écrit en 68, le film qui n'a pas grand-chose à voir avec le livre, pour ce qui est notamment de la chute. J'en sais quelque chose parce que j'ai lu le bouquin jusqu'à la fin et j'étais là, mais pourquoi il n'y a pas la même chute que dans le film? Attention Marina, vous allez... Non mais justement, je ne veux pas révéler le point, mais il y a de grosses différences. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur et le réalisateur ont bien compris le contexte dans lequel on allait se retrouver au début du XXIe siècle. Mais question alimentation, et notamment ce point central du film, que j'espère vous allez voir, parce qu'il est vraiment d'actualité. En fait, les gens... C'est intéressant de noter que cette étude révèle que les gens veulent aller vers plus de produits sains et sans additifs. Donc finalement, on est loin de Soleil Vert. Donc, alors Katie, pour préparer cette émission, je me suis régalée à lire votre nouvelle Light, qui présente donc un monde où les classes supérieures ne mangent plus, mais singent les banquets d'antan. Et donc c'est désormais la frugalité qui les distingue des classes inférieures. Alors comment vous est venue cette idée ? Alors, le processus est un peu étrange. J'ai envie de préciser que, pour moi, l'alimentation dans mes textes, c'est pas juste du décor. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a des pilules qui règlent le problème rapidement dans plein de textes, parce que c'est pas toujours central. C'est bon, faut bien se nourrir. Moi, j'aime manger, donc ça me paraît quand même extrêmement important. Et j'avais envie de décrire une frustration.
Donc ça me paraissait idéal de le faire comme ça. Puis je me base aussi sur mes observations et il me semble que les classes supérieures, les classes dominantes adorent se distinguer d'une manière ou d'une autre. On mange pas comme les autres, on fait pas comme les autres, on a toujours une longueur d'avance et voilà, on dessine des tendances. Et comme mon histoire se déroule dans un moment où les problèmes d'alimentation, d'approvisionnement sont réglés, finalement, manger plus que les autres, manger un peu différemment, ça ne suffisait pas. Donc, ils sont allés encore plus loin dans une démarche qui se rapproche de ce qui se fait avec le transhumanisme. Hein. C'est on va se débarrasser un peu des contingences, on va reprendre contrôle sur sa vie, sur son corps, et on est au-dessus de ça, donc on ne mange plus. Voilà, on va trouver le moyen de renoncer à notre animalité, renoncer à ces impératifs qui nous empêchent d'être totalement libres, donc on décide qu'on ne mange pas. En pratique, c'est pas aussi simple que ça. Alors, je le décris pas dans Light, mais j'explore un petit peu encore cet univers-là parce qu'il me plaît beaucoup. Et évidemment, faire ça demande d'avoir des perfusions adaptées. Quand on a besoin d'avoir des soins, des perfusions, des complémentations alimentaires, on n'est pas plus libre. Mais c'est toujours un discours, c'est toujours une posture. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir une distinction encore au-dessus. C'est-à-dire qu'on a les gens qui mangent ce qu'ils peuvent, ceux qui vont adhérer à un régime, ceux qui vont adhérer à un régime encore plus sophistiqué, et puis au-dessus, allez hop, on s'affranchit de notre humanité et du corps, et on est pur esprit, et on ne mange pas. Donc ça m'a amusé en tout cas d'explorer ça. Mais c'est très intéressant parce que au Cial, justement, l'année dernière, lorsqu'on y était avec Karine, il y avait une salle qui était plongée dans l'obscurité, où il y avait une grande table qui était dressée avec des assiettes, et en fait, les images étaient projetées sur les assiettes. Et cette salle m'a intriguée parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est un test à l'aveugle. Et en fait, cette image m'a hantée. En fait, cette image de cette grande table, de cette salle plongée dans l'obscurité, de cette lumière. Et en fait, on n'était pas si loin finalement. Vous avez dîné avec votre... Je n'y suis pas allée. Voilà, mais le Cial est très intéressant à voir, je dois dire, et Karine y a présenté son étude Food 360 avec beaucoup de succès, et donc était au cœur de ces innovations. Mais ça, c'était une installation indépendante, et c'était intéressant de voir ce côté. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que disait Katie sur la société qui se désanimalise. Alors, Karine, que penser de cette société justement qui se désanimalise, en ne présentant que des images dans ce qu'on mange, dans les assiettes qu'on présente. Est-ce une tendance que l'on retrouve dans Food 360, dans d'autres pays, et est-ce que vous la voyez perdurer ? Alors, est-ce que l'alimentation se désanimalise ? En tout cas, oui, c'est très clair que à l'échelle des pays, des 10 pays qu'on a étudiés, il y a une tendance à végétaliser, en tout cas de plus en plus, son alimentation. On a plus d'un tiers des consommateurs qui déclarent qu'ils ont réduit la viande ou arrêté carrément la viande. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la même idée, mais c'est vrai que... alors, pour des raisons diverses, hein, ça peut être pour des raisons éthiques. On considère que les animaux, eux aussi, ont une sensibilité et on n'a pas envie de manger un autre être vivant. Ça peut être pour des raisons de santé, ça peut être pour des raisons d'environnement. Effectivement, on sait de plus en plus que l'élevage bovin est assez nocif quant au méthane qu'il dégage. Ça peut être aussi pour des raisons financières, parce que manger des légumes, mine de rien, même si les légumes sont chers, c'est toujours moins cher que de se nourrir de viande. Mais en tout état de cause, c'est vraiment une tendance très 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 forte. Une tendance que suivent d'ailleurs les industriels. Hein. Il y avait énormément d'innovations cette année au Cial consacrées à des substituts de viande. Alors je
vous cache pas que notre étude ne démontre pas entièrement l'adhésion complète des consommateurs à ce type de produit. Mais en tout cas, pour ce qui est de manger de plus en plus de végétal, ça c'est quelque chose qu'on observe de façon très très nette. Je vais citer le chiffre en France de personnes qui ont réduit ou ont arrêté la viande, ça se monte à 45%. Donc c'est absolument pas anecdotique. On parlait des États-Unis tout à l'heure, là on est à une vingtaine de pourcents. Vous voyez, il y a vraiment des différences très grandes. Et je ne vous parle pas de pays comme l'Inde où il y a de fait une consommation de viande qui est bien moindre. Voilà, alors après, je pense que c'est probablement une tendance qui va perdurer à l'avenir, parce qu'il n'y a pas tellement de raisons de revenir en arrière sur des tendances aussi fortes que celle-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger de viande de temps en temps. On n'est pas en train de dire que toutes les personnes vont devenir végétariens, voire végétaliens à court terme. Mais la viande sera probablement quelque chose d'un peu exceptionnel, qu'on va peut-être manger au restaurant, mais beaucoup moins chez soi, etc. Voilà. Non, mais effectivement, c'est une tendance très très forte dans Food 360. Alors, nous sommes dans un monde où nous vivons avec le Covid et la pandémie déjà depuis donc quelques années. Donc, si je reprends la manière et le vocabulaire des livres de science-fiction, nous sommes en l'an 3 du Covid. Alors, l'étude Food 360 a révélé des insights intéressants sur les alicaments et les boosters d'immunité. Alors, effectivement, je ne vous cache pas que c'est une nouvelle question que nous avons introduite dans Food 360 parce qu'elle était vraiment liée à l'actualité. Et il se trouve qu'en effet, nous avons 2/3 des personnes qui sont à la recherche de boosters d'immunité, pas du tout, de boosters d'immunité, avec des différences assez importantes là aussi selon les pays. Encore une fois, en Asie, on a des niveaux qui dépassent les 70%. Il y a quelques pays d'Europe où on est presque à 65-70%, en Espagne ou en Italie, et d'autres pays où on est un petit peu en retrait, aux alentours de 40-50%, mais tout de même à ces niveaux de 40-50%. Un pays qu'on a introduit cette année dans Food 360 et qui est Israël se révèle très favorable à cette tendance de booster d'immunité avec 70% des personnes interrogées. Et alors effectivement, en fait, on a l'impression qu'on oscille en fait entre présence du futur, science-fiction, avec ses gélules, ses ingrédients différents, et le recherche avec plus de naturalité. Donc, tu as l'impression d'une dichotomie un petit peu... Voilà, donc c'est... vous confirmez ? Alors, booster d'immunité, c'est pas forcément artificiel. On a vu se développer des attentes autour du curcuma, autour de sortes d'épices qui sont censées, ou de gingembre, ou de certaines huiles essentielles. Donc, on n'est pas nécessairement dans le complètement artificiel. Booster d'immunité ne veut pas forcément dire gélule. Donc, d'accord. Voilà, ça peut être aussi justement comment, par le choix de certains aliments ou super aliments, on peut justement se faire du bien et se protéger. D'accord, donc l'étude en fait distingue les produits artificiels ou voilà, ça dépend ça dépend du contexte. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit sur le fait que en Asie, en Chine, donc ça a explosé et que dans d'autres parties du monde ce soit un peu moins. Vous disiez 70%, c'est ça oui, c'est en Chine. au-delà, voilà, oui, c'est quand même 70%. Oui, c'est quand même impressionnant vraiment, vu le contexte. Ça révèle vraiment le rôle assez important de l'alimentation dans la notion de santé en général, dans le fait que ce soit vraiment la santé globale de l'être humain. Ouais. Et donc alors, Katie, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit que certains insights clés étaient ressortis auprès des personnes que vous avez interrogées dans le cadre de votre travail
de psychologue. Alors, est-ce qu'il parle aussi de vos ateliers d'écriture aussi, hein, c'est de ce dont nous avions discuté, parce que vous participez aussi à des ateliers d'écriture de science-fiction. Alors, est-ce que dans ces groupes de travail, vous parlez aussi de pilules et de médicaments ? Alors, plusieurs choses. J'ai envie de faire un lien avec la santé mentale, l'alimentation et la santé mentale, puisque je travaille plus précisément sur la dépression et qu'il y a des travaux depuis quelques années déjà sur le lien entre le microbiote intestinal et la dépression. Et pour l'instant, on en est à un modèle circulaire où la mauvaise santé mentale ferait des dégâts sur l'état de notre microbiote intestinal, qui en retour ferait qu'on se sente pas bien. Et voilà, l'idée est de trouver à quel endroit du circuit on travaille. Probablement qu'on va arriver à faire tout en même temps, voir différents facteurs, en tout cas de la dépression sur lesquels on va travailler. Mais c'est assez fascinant, en fait, quand on est en psychologie et qu'on a cette illusion que le corps et l'esprit, c'est un peu séparé, que quand on travaille sur la psyché, on travaille pas sur le corps. Et j'ai mes patients en face de moi et je me dis, mais si ça se trouve, cette dame, elle mange juste très mal. On va parler, on va régler les problèmes parce qu'ils sont là, mais voilà, comment on fait pour prendre en compte tout ça et remettre le cerveau à sa place d'organe comme les autres. C'est quelque chose qui me traverse en tout cas en ce moment dans mon travail sur la dépression. Et puis un autre volet de mon travail, c'est mon travail de thèse sur un dispositif d'autobiographie proposé à des personnes âgées dépressives. Donc on retravaille un peu son histoire à travers des thèmes, et un des thèmes qui marche le mieux, c'est la nourriture, qui non seulement leur permet d'évoquer des éléments en lien avec la nourriture dans leur histoire, mais ça rouvre complètement la boîte à souvenirs et ça permet de travailler les autres thèmes. Donc c'est un résultat que je trouve fort intéressant. Et puis quand on parle de nourriture dans ce cadre-là, on parle de convivialité, on parle des bonnes recettes de la grand-mère, et on parle finalement de ce qui compte, de la famille, des proches, et tous mes autres thèmes reviennent dans ce thème-là, et je me dis que peut-être je devrais juste faire un dispositif sur la nourriture et voir ce que ça donne, parce que c'est une ouverture énorme en fait dans les souvenirs, y compris pour des gens qui ont des problèmes cognitifs et qui ont du mal à retrouver les souvenirs. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et alors la question des pilules, donc je parle pas spécialement de pilules avec mes patients, sauf s'ils ont des soucis avec leur traitement, mais dans ce cas-là, je renvoie aux infirmières et aux psychiatres de l'équipe. Mais dans les ateliers d'écriture donc, que je conçois et que j'anime, on construit des mondes futuristes, donc on est toujours aux alentours de 2050, même un peu avant quand on veut faire très proche. L'idée n'étant pas de prédire l'avenir, ça je sais toujours pas faire, mais de voir un peu quels sont les imaginaires qui vont être mobilisés, de réhabituer les gens à utiliser leur imagination aussi, et d'accéder à leurs envies, à leurs désirs, à leurs peurs. Donc on travaille quand même un peu tout ça, même en écriture créative. Et concernant l'alimentation, c'est vrai que les premières réponses qui viennent quand je pose cette question, alors qu'est-ce qu'on mange ? Ça va être un peu typique, un peu bateau de science-fiction. Je pense qu'il y a aussi cette attente. Ils se disent, elle écrit de la science-fiction, donc elle veut des références de science-fiction. Donc on me cite des gélules avec tout dedans. Quand je demande comment ça marche, il n'y a plus personne. On me cite des insectes parce que y a une peur comme ça, une fascination pour, en tout cas en France, parce que je fais mes ateliers surtout en France. Manger des insectes, c'est censé être la chose la plus éloignée du bœuf bourguignon, par exemple. Et puis quand on fouille un petit peu et qu'on essaye de faire ce travail de mise en cohérence du monde qu'on est en train de fabriquer, qui les cultive, qui les élève, comment ça marche, etc., on arrive très souvent à des solutions qui vont aller vers l'autonomie alimentaire. On fait pousser ses propres légumes sur son balcon ou dans une petite serre, enfin voilà, des petites choses comme ça qui
qui vont être soit très personnels ou soit communautaires. Et ça revient aussi très souvent. Alors, on fait un travail collectif, donc ça prête à ça aussi, mais l'idée que certains vont se spécialiser dans un produit, d'autres dans d'autres, et qu'il va y avoir des échanges, et que c'est le collectif autour de l'alimentation qui va permettre de s'en sortir, puisque dans ces ateliers-là, on n'élude pas les problèmes de ressources limitées, les problèmes de réchauffement climatique. On essaie de faire du futur crédible. Et effectivement, il émerge des solutions qui vont vers du collectif et vers du naturel, mais avec un petit peu de technologie pour aider, pour que ça soit plus efficace, mais plutôt tous ensemble. Mais c'est ça qui fait peur en fait dans la science-fiction, qui arrive à nous toucher, c'est en fait que l'on décrive un monde qui soit proche du nôtre, en même temps différent. Donc là, bon, je reviens à Soleil Vert, mais que le monde soit aussi proche du nôtre, qu'il y ait des problèmes d'inflation, de ressources, de ressources énergétiques, alimentaires, d'explosion démographique. Et finalement, ce petit truc différent qui est l'alimentation et l'ingrédient du Soleil Vert, c'est ça en fait, hein, c'est le côté réaliste du bouquin, du film, et qui est ce petit twist qui apporte quelque chose de l'anticipation. Et alors Karine, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose sur les insectes dans Food 360 ? Mais bien sûr, il y a quelque chose sur les insectes. Bien sûr, ça fait plusieurs années que nous mesurons la curiosité des gens envers les insectes et puis leur envie de goûter. On reste à des niveaux modestes pour l'instant. Encore une fois, évidemment, il y a des zones dans lesquelles nous menons l'étude et dans lesquelles il y a une forte proportion de gens qui ont déjà goûté des insectes et qui en consomment régulièrement, et pour qui c'est même une friandise. En Europe, on est un peu curieux, mais pas encore tout à fait prêt à se nourrir d'insectes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que vous évoquiez juste précédemment, c'est ce lien fondamental émotionnel à la nourriture, à l'alimentation. Et c'est vrai que c'est une matière qui est très différente d'un pays à l'autre. L'alimentation, tous ces secteurs-là, c'est vraiment, pour m'être intéressée à plusieurs secteurs, quand même en termes d'études de marché, c'est vraiment un des secteurs où on a les particularités locales les plus importantes. Et ça me fait plaisir de voir que vous évoquez le fait que les gens imaginent un futur finalement un peu souhaitable dans lequel on soit en maîtrise de son alimentation, soit personnellement, soit dans un petit groupe, une petite communauté. C'est vraiment Food 360, ça reflète cette envie-là, cette attente-là, la tendance en faveur de plus de local, de plus d'éthique, de plus de simplicité. On est exactement là-dedans en fait, et c'est assez transversal d'un pays à l'autre. Ouais. Et puis alors, effectivement, je parlais de ce caractère très fondamental de l'alimentation pour chacun d'entre nous. Ce dont on n'a pas parlé depuis le début, c'est que évidemment l'alimentation c'est le plaisir, c'est la mémoire, mais c'est aussi lié à énormément d'événements positifs dans l'histoire de chacun. Et donc ça, c'est aussi une vraie tendance, une tendance qui reste écrasante. Les gens ont envie de se faire plaisir avec ce qu'ils mangent. C'est vrai, et d'ailleurs c'est une tendance qui a été identifiée dans Food 360 cette année. C'est l'envie de se faire plaisir. Donc de manger des ingrédients qui sont un peu trop gras, un peu trop salés, un peu trop sucrés. Et voilà, c'est... Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est aussi un petit peu quelque chose dont on a mesuré l'effet spécifique depuis la pandémie. Donc, on avait des questions comme ça depuis longtemps sur l'envie de se faire plaisir. Et là, on a vraiment demandé aux gens s'ils avaient un petit peu craqué pendant les confinements successifs. Surprise, oui, ils ont un petit peu craqué pendant les confinements et plus que d'habitude. Alors, certains pays sont restés assez raisonnables.
les Allemands par exemple, même si ils sont parmi les plus enclins à se faire plaisir avec des petits luxes de temps en temps, mais ils ont été raisonnables pendant la pandémie, c'est un petit peu les seuls, parce que sinon on a tous un petit peu craqué. Et ce qui est intéressant aussi, en parlant de cette période des confinements successifs, c'est que l'alimentation est redevenue finalement au centre de la vie de beaucoup de gens, en ce sens que on a tous cuisiné plus, finalement, on a été obligé de s'impliquer plus dans la façon dont on se nourrissait. Et puis le plaisir est revenu aussi du fait de cuisiner. Alors certes, on en a probablement eu un petit peu marre au bout d'un moment, mais en tout cas, il y a vraiment eu un moment où on s'est fait plaisir, on a retrouvé le fait de partager avec les personnes de son foyer, mais aussi de partager sur les réseaux sociaux. Depuis 2 ans, on n'a jamais vu autant, et j'ai l'impression que c'est assez exponentiel, de partage de petites recettes en vidéo, d'oignons qui sont rapidement coupés, de petites tomates cerises qui sont parsemées et recouvertes de feta et mises au four, comme on a vu sur TikTok. Et le pain, et les gens qui ont fait du bien pain. sûr, les gens ont fait leur pain. Donc tout ça participe vraiment d'une tendance plaisir qui n'est pas prête de s'arrêter. Mais je confirme, moi j'adore me faire plaisir en mangeant de bons plats et surtout de bons gâteaux. Donc Katie, alors je reviens à votre nouvelle live dont on parlait tout à l'heure. Donc les classes supérieures font semblant de manger et sont toutes très maigres. Alors, mais leurs yeux brillent de joie en entreapercevant ces images d'aliments. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une référence quand même derrière tout ça à notre société qui prône sans cesse l'estime de soi, mais nous confronte sans cesse à des modèles inatteignables qu'on voit en couverture de magazines, de mannequins ultra maigres, et par là même nous soumet à des injonctions paradoxales? Alors oui, évidemment, quand on écrit de la science-fiction, on accède à notre imagination, mais notre imagination se construit à partir du monde dans lequel on est. Et je trouve que c'est un outil formidable pour interroger les normes, qui les propose, d'où elles viennent, à qui ça s'impose, et qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en débrouille. On est dans une période où la remise en cause de la norme, elle se fait de plus en plus audible. Je trouve ça intéressant. On n'est plus uniquement avec des images de mannequins maigres. J'ai quand même le sentiment qu'on passe à autre chose et qu'il y a... on est dans un moment où ça bouge, où les personnes considérées comme marginales, je pense qu'elles se rendent compte que elles sont nombreuses. Quand on se regarde, même les gens les plus proches de la norme, on a quelque chose qui fait qu'on n'y est pas tout à fait. Et la norme totale, finalement, elle concerne très peu de personnes. Et on commence à entendre, et je pense que c'est Internet et les réseaux sociaux qui permettent ça aussi, que les gens se retrouvent dans les discours des uns et des autres plus ou moins éloignés. On est dans un moment où être dans la norme n'est pas le seul modèle qui est proposé. Et donc, l'idée de minceur ou l'idée de se nourrir de telle ou telle manière, alors il va y avoir du conformisme, mais ça ne sera pas tout à fait cette idée de tous devenir anorexiques et de tous devenir des mannequins. Là, il y a un paradoxe apparent pour nous qui recevons ces messages-là. Après, quand on pense à toute la logique qui est derrière, elle est cohérente. C'est-à-dire que le bien-être, le discours sur le bien-être des gens... pour le capitalisme, c'est très intéressant si le bien-être rentre dans son escarcelle et permet aux personnes d'être plus productives. Si c'est plus le cas, si c'est un autre discours qui est à la mode, ce sera un autre discours et on est vraiment dans l'ère du discours. Dans le vécu des personnes, heureusement qu'il y a d'autres manières de réfléchir et d'autres manières d'envisager les choses. Et en science-fiction, on aime bien interroger les normes et se demander qu'est-ce que ça serait si c'était un petit peu différent, qu'est-ce que ça serait si l'idéal c'était autre chose. Enfin, moi je trouve ça fascinant de jouer avec ces petites variables-là et d'imaginer. Voilà. Mais c'est justement intéressant d'interroger une autrice de science-fiction comme vous sur des sujets comme ça, parce que de par votre formation, de par votre travail, de par votre expérience, en fait,
dans vos nouvelles, on sent la petite touche vécue et en même temps le prospectif qui nous permet d'imaginer autre chose. Donc là, en fait, alors j'ai envie de vous demander, et c'est la question que je pose à toutes les deux, est-ce que le choix de notre mode de vie alimentaire peut être militant et conditionner le monde dans lequel nous souhaitons vivre? Je me précipite sur la réponse, parce que c'est en l'occurrence, en effet, une question qu'on a posée depuis 4 ans déjà aux consommateurs qu'on interroge dans Food 360. Et il se trouve que, oui, en effet, 2/3 des gens considèrent que les choix alimentaires qu'ils font déterminent le monde dans lequel ils veulent vivre. Donc ça, c'est pour nous extrêmement frappant, hein. C'est vraiment un chiffre que nous trouvons oui, très, très signifiant. Alors encore une fois, il y a bien sûr des différences selon les pays et les zones. On va reparler des pays d'Asie dans lesquels vraiment c'est très important, mais c'est aussi quelque chose qui est très vrai en Italie par exemple. L'Italie, c'est un pays qui depuis 2 ans a vraiment connu, alors déjà on avait un poids très important des traditions et notamment dans l'alimentaire, hein, avec une volonté de se nourrir très sainement, avec vraiment des légumes, des recettes, des repas extrêmement traditionnels. Et on a notamment cette conscience que l'alimentation est au cœur de la société et que c'est vraiment l'épine dorsale un peu, hein, de la société dans laquelle on vit. C'est vrai à un niveau un peu moindre dans les pays d'Europe et ça l'est un peu moins aux États-Unis et encore moins en Angleterre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore une fois 2/3 des gens. C'est énorme. Et donc, Katie, sur cette question-là, en fait, j'ai envie de remplacer le mot militant par politique, parce que militant, il y a un côté volontaire, et il me semble que politique, ça va plutôt se référer aux conséquences que vont avoir nos choix. Et il me semble effectivement que le moindre de nos choix est politique. C'est soit on valide l'état des choses tel que c'est, soit on a envie d'autre chose et du coup on agit différemment. Donc on tombe d'un côté ou de l'autre, quoi qu'on fasse. Ce qui me semble marquant, c'est la conscience croissante que vont avoir les gens du fait qu'on est dans un système, il n'y a pas de dedans et de dehors, on est sur la même planète. Il va y avoir des influences d'un côté ou de l'autre, quoi qu'on fasse. C'est très complexe et c'est peut-être un peu angoissant quand on y pense de cette manière-là, mais se dire que on peut participer à des choix un peu plus globaux et que il va falloir changer des choses parce que le monde est en train de changer, parce que les ressources ne sont pas illimitées, ça prend place aussi dans notre alimentation et je pense que la dimension plaisir est là aussi pour nous permettre de trouver quelque chose d'un équilibre. Il s'agit pas de dire on va optimiser et ne manger que ce qui est possible et tant pis, on va sauver la planète, parce que dans ce cas-là, je pense qu'on va tous se suicider et le problème sera réglé pour la planète, c'est sûr. Mais voilà, l'idée de trouver un équilibre entre ce qui fait plaisir et combien ça coûte et ce qui se passe derrière, en fait. Hein. C'est toujours la question de qui paye pour cette chose que j'ai envie d'obtenir, en fait. C'est intéressant. Et donc, ça me permet de rebondir sur votre nouvelle de Gustibus. Parce que là, il me semblait que vous souhaitiez faire passer un message sur l'histoire des marques et le passif qu'elles peuvent avoir. Alors, passer un message, c'est pas tout à fait ma démarche, mais effectivement, les réflexions qui me travaillent vont apparaître dans mes écrits et les questions que je me pose et vraiment l'idée de qu'est-ce qui permet que mon histoire, j'ai envie de raconter une histoire, une belle histoire, mais qu'est-ce qui fait que ces éléments-là sont possibles? Je ne peux pas raconter un monde dans lequel j'obtiens ce que je veux en 5 minutes sans me demander si c'est un livreur qui pédale pour me l'apporter. Et on n'est pas dans la science-fiction, on est dans la vraie vie. Et effectivement, pendant très longtemps, être riche en Europe, c'était avoir des produits de luxe qui viennent de très loin, mais ils venaient pas tout seuls. Et ils venaient pas gratuitement,
Et là, je parlais de prise de conscience des relations qu'on entretient avec le reste du monde. Et il y a de ça aussi. Si on arrive à avoir la belle tablette de chocolat, c'est que certains, quelque part, ont renoncé à une culture qui était la leur, dont ils avaient besoin d'un végétal dont ils avaient besoin pour se nourrir, pour pouvoir faire ce produit qui va être exporté parce que ça rapporte plus. Donc, il y a vraiment des relations qui se traduisent dans notre assiette, dans notre tablette de chocolat, dans ce qu'on est en train de manger, dans les choix qu'on fait. Quand je mange des noix de cajou, est-ce que je fais attention aux mains des personnes? J'adore ça, j'ai vraiment pris l'exemple de la chose que j'adore, c'est extrêmement difficile. Et mon credo personnel et aussi dans mon écriture, c'est les yeux grands ouverts. J'ai pas envie de me raconter des histoires en faisant comme si c'était pas des histoires. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait comme choix, qu'est-ce qu'on fait comme compromis, et sur le dos de qui on construit nos belles utopies. Non, mais c'est intéressant parce que dans ce cas, voilà, on fait acte d'engagement, en fait, en choisissant le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est important de connaître l'histoire, en fait, et de pouvoir, parce que pour pouvoir se projeter, il faut savoir d'où on vient et comment sont arrivés les produits en Europe et en France au moment des grandes découvertes. Alors, maintenant, pensons long terme. Donc, je vais vous demander d'imaginer le futur de l'alimentation dans une vingtaine, une cinquantaine d'années. Parce que nous vivons dans un monde, comme on l'a répété depuis le début de cette émission, où la population augmente, la démographie explose dans certains pays, mais les ressources diminuent du fait de la guerre, de la pandémie. Donc, où serons-nous dans 20 ans? Qu'est-ce que nous mangerons? Est-ce que nous serons tous cannibales? Est-ce que nous allons au contraire tous manger des gélules? Mais nous sommes français, donc nous tenons à la bonne chair. Donc voilà, j'attends avec impatience vos pistes de réflexion. Moi, j'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Je ne peux que prolonger les tendances qu'on observe aujourd'hui, et je pense qu'on a déjà effectivement évoqué ce qu'on pensait être le futur de l'alimentation. Pour moi, on sera entre ce paradoxe de souhait d'une alimentation de plus en plus locale et naturelle, et finalement importance des échanges internationaux, de matières premières, comme le blé, etc., de multinationales qui existeront toujours. Donc, on balancera toujours entre ce paradoxe-là. Et puis, on aura toujours, espérons-le, cette recherche de plaisir par l'alimentation qui guidera aussi nos choix. Donc, ce sera probablement entre des choix politiques et des choix de société, et puis des choix personnels, peut-être un peu éthique et plaisir mélangés. Donc voilà, je ne me risquerai pas à inventer le pot-au-feu de dans 20 ans, mais je me dis qu'on le mangera peut-être de plus en plus au restaurant, de moins en moins chez soi, et que ce sera de plus en plus exceptionnel, avec une viande délicieuse qui sera rare, mais accompagnée de carottes, sans additifs, et voilà, et qu'on en mangera une fois par hiver, et qu'on sera très content comme ça. Mais bon, pas de boule de cristal, franchement. Non, mais je me projette un peu, peut-être aussi, mais bon, ça, je peux pas m'en empêcher. Mais le pot-au-feu, c'est très bien, et c'est très goûtu, et c'est très gourmand, et voilà, en toute saison, c'est très beau. Katie? Alors, ma réponse sera la même. Je n'ai pas de boule de cristal. Et en fait, si j'en avais une, je pense que je la jetterais. Ça m'intéresserait pas de regarder et de me dire ça va être comme ça. Ce que j'aime, c'est spéculer, c'est jouer avec des envies, jouer avec des possibles, jouer avec des impossibles, mélanger tout ça. Et le futur de l'alimentation, j'espère qu'il me fera saliver. Voilà. C'est ça que j'espère, c'est ce que j'ai envie, qu'on soit dans une démarche où on n'en sacrifiera pas trop pour pouvoir accéder à nos plaisirs. Voilà, que le plaisir des uns ne soit pas la mort des autres, et qu'on reste inventif. Moi, c'est la créativité qui m'intéresse, et voilà, mon prochain atelier d'écriture, j'espère que des personnes vont inventer encore des aliments que je ne connais pas et qui vont me faire rêver et me donner envie. Mais vous avez toutes les deux conclu en parlant de la dimension plaisir. Et j'ai envie de vous emboîter le pas parce que
Il n'y a rien de mieux que le plaisir d'une bonne barre de chocolat, le plaisir d'un bon gâteau, d'un bon pot-au-feu, d'une madeleine de Proust qui nous rappelle la ratatouille de notre enfance, un peu comme dans Ratatouille d'ailleurs. Voilà, donc j'aime beaucoup cette référence à Pixar. Disney maintenant. Donc voilà, donc mes chers foodistas, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci Karine, merci Katie. Et voilà, quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, je me ferai un plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast sur la mobilité. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.